Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des métiers du drone et en particulier des métiers du drone dans l'agriculture. Donc, c'est peut-être le début d'une série de sujets sur l'usage des drones dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Laurencin de la société AgriFlight qui va nous parler de son cas d'usage dans l'agriculture. Alors, bonjour Arnaud, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous faire une brève introduction sur l'utilisation du drone dans le milieu de l'agriculture? Moi, j'ai commencé il y a 3 ans maintenant aux sociétés AgriFlight et je me suis vraiment intéressé aux drones en agriculture et plus concrètement, il y a vraiment deux grandes catégories de drones volants, tel que je le conçois. En fait, déjà, qu'est-ce qu'un drone? C'est un véhicule sans pilote à bord. Donc, je sais qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur rendre des tracteurs autonomes. Ça s'appellera du coup aussi des drones, mais moi je me focalise vraiment sur les drones volants et pour l'instant du moins. Et donc dans les drones volants, il y a vraiment deux grandes catégories qui sont la première, ce sont des petits drones avec des capteurs. Donc on peut penser à un appareil photo, on peut penser euh, à un capteur thermique pour mesurer des radiations infrarouges thermiques à distance. Il y a des capteurs multispectraux, il y a des capteurs il y a aussi des capteurs actifs des lidars. En bref, donc c'est toute une série de technologies qui permet de faire la détection, de la télédétection, comme on appelle ça. Donc prendre des images, capter des données voilà, pour pouvoir réaliser des cartes, euh, pouvoir identifier des zones où poussent de mauvaises herbes, pouvoir compter des arbres, compter des plants, compter des fruits sur les arbres. Euh, on peut imaginer des cartes multispectrales pour voir la, la qualité, l'état de la végétation. Donc, quelles sont les zones où la végétation est plus saine, quelles sont les zones où la végétation est moins saine, enfin, ou en moins bonne santé. Donc voilà, ça c'est toute la première catégorie de drones qui sont les, euh, les drones avec, euh, avec des capteurs pour faire la télédétection. Et la deuxième grande catégorie de drones que j'utilise, ce sont ce que j'appelle des drones de travail. Alors ça, ce sont des drones beaucoup plus grands qui pèsent entre 20 à 100 kilos. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des drones de 150 kilos sur le marché. Euh, et ça, ce sont des drones qui sont en fait des plateformes volantes sur lesquelles on peut mettre soit un semoir, euh, soit, soit une cuve avec des liquides pour pulvériser des liquides. Donc c'est vraiment épandre des matériaux solides sous forme de granulés ou des graines ou alors pulvériser des liquides, donc des produits phytosanitaires ou autres types de produits, des engrais foliaires ou des choses comme ça. Donc voilà, donc les deux grandes catégories, les drones de télédétection et les drones de travail. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez découvert les drones agricoles et ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce secteur? Oui, alors je travaillais dans le milieu agricole en 2021. euh, et puis j'ai changé de projet. J'étais à la recherche d'un nouveau projet, toujours dans l'agriculture. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur une publication qui parlait de ces drones. Je n'avais absolument aucune connaissance de ça. Et en fait, c'était une conviction personnelle. J'étais intimement persuadé que on allait à l'avenir utiliser des drones en agriculture. Et donc, j'ai voulu voilà, rentrer dans ce secteur. Donc, j'ai commencé, entre guillemets, par le début. J'ai acquis avec ma société un drone de travail et un drone de télédétection. Et j'ai commencé à mener des tests moi-même, rencontrer des agriculteurs, voilà, euh, voir ce qu'il y avait moyen de faire. Après, c'était pas complètement nouveau dans le sens où ces appareils sont déjà beaucoup utilisés à l'étranger, donc c'est des appareils qui ont déjà fait leurs preuves. On trouve beaucoup de documentation sur Internet. C'était pas complètement nouveau, mais voilà, je ne voyais personne qui faisait ça en Belgique. Donc, je me suis dit qu'il fallait. J'avais envie, moi, d'essayer de porter ma pierre à l'édifice. Et vous avez commencé en construisant vos propres drones sur mesure, en ajoutant les éléments qu'il vous fallait sur des drones existants. Non, non, j'ai pas voulu m'ajouter cette difficulté-là. En fait, c'est déjà bien assez difficile comme ça de faire voler des drones légalement en Belgique, de par la densité du pays, le fait qu'il y a
des zones d'interdiction de vol un peu partout. Et même dans les zones où on peut voler, il faut quand même obtenir des autorisations spéciales pour voler des grands drones. Donc non, j'ai pas assemblé de drones. De plus, les drones qu'on peut trouver tout faits sur le marché sont extrêmement complexes. Ça n'a rien à voir avec le genre de petits drones qu'on peut effectivement assembler soi-même avec des pièces qu'on achète sur Internet pour, pour les loisirs, quoi. Donc, on peut penser aux drones FPV qui sont faciles, entre guillemets, à assembler soi-même. Mais ici, les drones agricoles, c'est un tout autre, une toute autre catégorie. Il y a énormément de systèmes embarqués, de capteurs, d'automatisation, de redondance, de systèmes de sécurité. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très différent. Ok, donc vous êtes parti sur des drones du commerce éprouvés et déjà utilisés par des gens que vous connaissiez. La plupart des gens qui s'intéressent un peu aux drones connaissent la marque DJI, qui est, selon moi, enfin, selon tout le monde, qui est vraiment le leader, le grand leader du marché en termes de drones, toute taille, tout format. Et en fait, les drones que j'utilise en agriculture sont aussi de cette marque-là. Faire voler un drone DJI est en soi quelque chose de pas très compliqué. Ce qui est le but, moi, j'ai pas la passion nécessairement de faire voler des drones en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le résultat, en fait. C'est la graine qui tombe au bon endroit dans le champ. Parce que pour l'instant, je fais pas de pulvérisation, mais ça, on en parlera plus tard, je pense. Mais donc, il fallait que le système soit bien ficelé, quoi. Et ça, c'est vraiment le cas chez DJI. Et puis, il y a des autres marques, elles sont un peu moins bien distribuées, il y a un peu moins de services après-vente. Donc, en fait, j'ai acheté la marque DJI pour les drones agricoles et j'ai aussi d'autres drones, surtout de la marque DJI. Et quand je regarde un peu autour de moi, 9 personnes sur 10 qui travaillent dans le même secteur que moi ont aussi cette marque-là. Donc, c'est vraiment une marque qui a c'est un peu un monopole, en fait. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur les différents services que vous offrez? Oui, mais donc les services que j'offre sont fortement liés au matériel que j'ai acheté. Mais donc j'ai un drone de télédétection qui a une caméra. Donc ça permet de faire tout ce qui est photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, c'est euh, la prise de mesure par photo, en fait. Donc on décompose le mot photographie et métrie, donc la prise de mesure par photographie. J'offre des services de cartographie pour mesurer les bords d'une parcelle, mesurer la surface d'une parcelle, mesurer des surfaces qui ont été endommagées par du gibier, par exemple. Je mesure aussi parfois des essais agricoles. Là, c'est plus avec un capteur multispectral. Donc ça, c'est sur le même drone que j'ai. Il y a aussi des capteurs multispectraux. Il faut voir ça un peu comme différents appareils photo qui mesurent uniquement la lumière dans un certain spectre, en fait. L'œil humain, on voit les ondes de 700 nanomètres de 450 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres. Il me semble que c'est le spectre visible. Et puis, au-delà de ça, on arrive dans l'infrarouge. Ça, typiquement, on ne les voit pas. Donc, les capteurs multispectraux, ils permettent de voir certaines zones du spectre. Et ça permet de mieux estimer euh, la, la santé des végétaux, en fait. Donc ça c'est quelque chose que je fais parfois aussi pour des centres de recherche, des universités, des conseils agricoles qui veulent suivre des tests agricoles. Donc voilà, tout ça, c'est les services que j'offre en télédétection. Je fais un petit peu de lidar parfois aussi, mais ça c'est rare. J'ai pas le matériel, donc ça c'est des missions que je sous-traite. Thermographie, j'en ai fait un tout petit peu au début, mais là je le fais plus parce que c'est pas quelque chose qui est très demandé. Mais apparemment, on peut mesurer euh, l'irrigation d'un champ avec les ondes thermiques. Donc si vous avez une parcelle et il faut plutôt que vous voyez que les plantes chauffent plus fort sur une zone de la parcelle, quand il fait vraiment chaud, ça peut vouloir dire que les plantes n'ont plus assez d'eau, en fait. Et donc elles commencent à chauffer parce qu'elles peuvent plus transpirer. Les plantes transpirent comme nous. Euh, et donc, alors, voilà, c'est peut-être une zone de la parcelle qui nécessite une attention urgente. Donc, mais ça, c'est quelque chose que voilà. Je pense que c'est faisable, mais on m'a jamais demandé de le faire, donc c'est quelque chose que je peux faire.
Donc ça, c'est tout ce qui est télédétection. Ça, c'est assez large, hein. Donc, je vous ai donné quelques exemples comme ça, mais on peut imaginer d'autres exemples. Euh, et puis, avec les drones de travail, pour l'instant, je fournis comme service uniquement le semis, parce que la pulvérisation, c'est quelque chose qui est... Enfin, la pulvérisation de produits phytosanitaires, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est interdit partout en Europe, selon une directive de 2009, en fait. L'Europe avait euh, émis une directive en 2009 pour interdire la pulvérisation de produits phytosanitaires par voie aérienne. Donc, à l'époque, ils pensaient aux hélicoptères et aux avions. Euh, Aujourd'hui, il y a des drones, donc ça, c'était pas le cas en 2009. Donc, j'attends, et beaucoup de gens en Europe attendent que l'Europe rédige une nouvelle norme pour autoriser les drones à pulvériser. Mais c'est un sujet qui est assez épineux parce que il faut bien le définir. Il faut pas que les gens commencent à pulvériser n'importe comment. Parce qu'il peut y avoir une énorme dérive, évidemment, si on pulvérise de trop haut, si on pulvérise trop vite, si on pulvérise par des conditions de grand vent. Après, euh, pour les tracteurs, par exemple, il y a toute une série de mesures qui accompagnent la pulvérisation. Donc, les tracteurs sont censés respecter toute une série de règles, des zones tampons, des hauteurs de pulvérisation, différents types de buses. Donc, c'est parfaitement possible, à mon sens, euh, de prévoir un nouveau cadre réglementaire pour les drones. Alors évidemment, les drones ne pourront pas jamais pulvériser aussi bas que les tracteurs, parce que là, il y a des dangers euh, voilà, d'accidents. Mais voilà, on pourrait prévoir une vitesse maximum, une vitesse de vent maximum, un type de buse réglementaire. Mais donc voilà, tout ça est un peu en, en- en attente, et on est beaucoup, enfin, de confrères et moi-même, à attendre que puisse faire ça, parce que le matériel qu'on a, enfin, les drones que moi j'ai peuvent pulvériser, et j'ai fait des essais avec de l'eau, ça j'avais le droit de faire. Euh, dans mes essais, je pense qu'en volant doucement avec des buses anti-dérive, on atteint des bons résultats, c'est ce que j'ai lu dans plusieurs études scientifiques. Euh, mais voilà, malheureusement, ça, je peux pas faire pour l'instant. Malheureusement. Donc, ce que je fais aujourd'hui avec mes grands drones, c'est uniquement des semis. Des semis de graines. Donc, ce sont des semis de, d'engrais verts. Donc, ce sont ou des couverts végétaux, on peut appeler ça comme ça. Ce sont des intercultures. Donc, euh, des plantes qui sont semées après, des plantes qui vont pousser après une culture sur une terre qui vient d'être moissonnée. Les plantes vont pousser et elles vont nourrir la terre, en fait. Là où la plupart des cultures, elles prennent les nutriments qui sont dans le sol, et donc il faut leur donner des engrais pour favoriser leur croissance. Les engrais verts, ce sont des plantes qui, à l'inverse, vont nourrir la terre et lui apporter des nutriments qui pourront être utilisés par la culture suivante. Et donc, avec les drones, enfin, les drones ont plusieurs avantages par rapport aux tracteurs. Euh, le premier avantage, et le plus important, c'est qu'on peut semer le couvert végétal plus tôt. On peut même le semer avant la moisson de la culture qui est encore en place. Euh, C'est-à-dire que, bon, parce qu'on vole au-dessus de la culture, et donc on ne l'abîme pas. Si on faisait ça au tracteur, en fait, on abîmerait la culture qui se trouve encore en place. Donc, et d'ailleurs, c'est une technique que faisaient nos ancêtres quand ils avaient des petites parcelles. Ils allaient à la main dans leur champ, semer des graines dans leur parcelle. Les engrais verts commençaient à pousser. On peut penser, je parle tout le temps d'engrais verts, mais on peut les citer. C'est le trèfle, c'est la moutarde, c'est de la facélie, voilà, il y a toutes sortes de plantes qui ont vraiment un effet bénéfique pour la terre. Donc, ils semaient ça à la main. Ces plantes, enfin, ces petites graines, elles tombent simplement sur le sol, donc on appelle ça un semis à la volée. Euh, L'inconvénient de ça, c'est que une graine qui n'est pas recouverte par de la terre, elle germera moins bien, et elle est aussi euh, plus vulnérable, en fait. Si vous avez une pluie et puis le jour d'après, il y a grand soleil, il y a forte chance que la petite plante meure rapidement.
Et c'est justement là l'avantage de la semer à la volée dans une culture, parce que elle va être protégée par la culture qui est en place. La culture qui est en place va lui donner un peu d'ombre, et euh, la terre va moins vite sécher en cours de journée. Donc, quand vous faites un semis à la volée en juillet ou en août dans une céréale, dans un blé qui est sur le point d'être moissonné, si vous faites un semis à la volée sur une terre nue ou une terre qui est, sur laquelle il y a encore la culture, le semis va beaucoup mieux marcher dans la culture. Et alors, donc, l'engrais vert va commencer à pousser. Et c'est important d'après moissonner rapidement, parce que si on attend trop longtemps, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit l'engrais vert va se développer trop et venir s'incruster dans la culture et donc salir enfin, salir la moisson. Vous allez moissonner les céréales et vous allez trouver plein de plantes indésirables et donc il va falloir les trier, ça va être un coût additionnel. Bien alors, l'engrais vert va carrément s'étioler parce qu'il va aller chercher la lumière et il ne la trouvera pas. J'ai déjà eu le cas d'avoir fait des semis qui ont bien germé et puis l'agriculteur a pris trop de temps avant de moissonner. Et donc l'engrais vert pousse. Il essaie d'aller trouver de la lumière, il n'en trouve pas et en fait il s'épuise et il va mourir. Donc la technique que je développe pour l'instant avec des centres de recherche, c'est vraiment d'essayer de faire des semis d'engrais verts dans des cultures 1 à 2 semaines avant la moisson. Et alors, toute la difficulté, c'est de deviner, enfin c'est d'anticiper quand aura lieu la moisson, ce qui est pas toujours facile parce que la météo, elle change toujours. Voilà, ils essaient vraiment d'estimer quand ils vont moissonner et dès qu'ils se disent ça y est, fait pour dans 2 semaines ou dans une semaine, ils appellent et moi, il faut que j'y aille à ce moment-là, quoi. Alors j'imagine que le déploiement du matériel pour débuter une mission est assez rapide par rapport à d'autres solutions. Oui, déployer un drone, c'est assez rapide, hein. J'arrive sur la parcelle avec ma remorque. Euh, ça prend une demi-heure, même pas, 20 minutes à sortir, à tout préparer. Donc non, ça va très vite en soi. Euh, c'est juste qu'il faut rester un peu en stand-by, c'est l'inconvénient du truc, quoi. Alors beaucoup de pilotes de drones le savent, la législation pour l'usage de drones est assez contraignante en Belgique et en Europe, hein. Quelles sont les autorisations que vous avez dû obtenir pour pouvoir exercer votre activité? C'est-à-dire que j'ai fait une demande pour voler semer avec un drone. Pour ça, il faut une autorisation. Donc que j'ai demandé, ça s'appelle une PDRA, donc Predefined Risk Assessment. C'est en fait un dossier d'analyse du risque où on étudie voilà, quelle est la zone au sol qu'on va survoler, quelle est l'espace aérien, quelles mesures on met en place enfin, quel est le risque associé à ça. Ici, en l'occurrence, je survole les parcelles agricoles, en soi, qui présentent un risque nul, parce que ce sont des terres privées. Personne n'est censé se promener dans un champ. Alors, c'est possible que quelqu'un soit là en train de promener son chien, mais a priori, personne n'est censé aller dans une terre agricole qui ne lui appartient pas. Ensuite, la zone aérienne, je ne peux pas voler dans des espaces militaires proches des aéroports, etc. Enfin, voilà, je vous ai simplifié ça à l'extrême, mais donc ce dossier fait quasi une centaine de pages et je détaille toutes les opérations dans le plus grand détail. euh, comment je vais travailler. Et ça, c'est un dossier qui est envoyé au ministère des Transports en Belgique, de la cellule drone qui s'appelle non, la cellule aviation de, de la, du SPF Mobilité, qui s'appelle la DGTA, donc la Direction Générale du Transport Aérien. Et dans cette unité, il y a une cellule qui s'occupe uniquement des drones. Et donc c'est eux, c'est une petite cellule, hein, ils travaillent à 4-5, pour l'instant ils sont à 7. Ça, c'est insuffisant parce qu'en fait il y a beaucoup de demandes et aujourd'hui, je vous parle, on est en février 2025. Il faut, et j'ai encore eu la cellule drone au téléphone il y a une semaine, ils m'ont dit qu'il faut 4 mois avant d'avoir un premier retour. Donc, on introduit un dossier, il faut attendre 4 mois, ce qui est en fait vraiment très lent, très long. Je pense que légalement, ils sont censés atteindre le seuil de 3 mois. C'est pas le cas encore pour l'instant. Donc, je crois qu'ils ont beaucoup de mal à recruter des gens et
il y a eu beaucoup de rotation au sein de la DGTA, donc c'est compliqué. Mais voilà, même 3 mois, c'est vraiment lent. Et puis, c'est pas terminé parce que le dossier est extrêmement complexe. Donc, moi, il m'a fallu, il me semble, 4 ou 5 itérations du dossier donc pour corriger en fait des manquements pour qu'au final, je corresponde aux standards européens. Parce que donc, l'Europe a établi toute une série de critères, en fait, en fonction du risque associé au vol. Il faut atteindre certaines normes de sécurité pour pallier au risque. Donc, et les risques, ils sont évalués de 1 à 10. Moi, les vols que je souhaite faire, ils ont un niveau de risque 2. Donc, en fait, je suis tout en bas de l'échelle. Pourquoi c'est pas très risqué mes vols? Parce que je vole au-dessus, comme je vous disais, je vole au-dessus d'une zone sur laquelle personne n'est censé se trouver, et dans un espace aérien atypique. Donc, c'est un espace aérien je vole tellement bas, je vole à 3 mètres du sol, que le risque de rencontre avec un hélicoptère ou quoi, elle est pratiquement négligeable. Enfin, mais on peut pas complètement la négliger parce que parfois, il se pourrait que je perde le contrôle de mon drone, ça n'est jamais arrivé. Mais on n'est jamais à l'abri d'une défaillance technique. Donc, mes opérations sont classées niveau 2. Et donc, pour des vols de classe 2, on peut aujourd'hui obtenir des autorisations. Les classes 3 aussi, je pense. Mais en fait, si vous avez un vol qui a une catégorie de risque 4, je pense que aujourd'hui, c'est encore impossible d'obtenir une autorisation parce que les exigences en matière de sécurité sont tellement élevées et n'existent tout simplement pas. Il faut utiliser des équipements et atteindre des normes qui ne sont même pas encore définies par l'Europe. Donc, quand je dis un vol de classe numéro 4, on peut penser par exemple aux gens qui veulent faire du transport cargo, par exemple, avec des drones au-dessus de zones fortement peuplées. Donc, vous imaginez envoyer un drone livrer quelque chose qui passerait au-dessus de Bruxelles. Pour l'instant, ce sera impossible. Personne ne va vous autoriser un vol pareil parce que simplement, vous allez devoir atteindre des normes de sécurité qui sont tellement élevées qu'elles sont tout simplement inatteignables ou inexistantes. Donc voilà. Mais donc, l'Europe a quand même une vision. Ils ont en tout cas ils ont défini dans les grandes lignes les vols de drones jusqu'à assez loin. Ils ont même été jusqu'à envisager le transport de personnes. Or, ça, dans les dernières choses que j'ai lues sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en place, voire carrément impossible. Il y a plusieurs boîtes qui ont fait faillite récemment, qui essayaient de développer des drones pour le transport de personnes. Mais c'est tout simplement trop compliqué, trop dangereux. Vous imaginez avoir des taxis volants au-dessus de Bruxelles, par exemple. Il y a un risque gigantesque. Donc, c'est des engins volants sans pilote à bord. Donc, vous voyez, il y a un niveau de risque qui est hyper élevé. Et ça, c'est pas pour demain, quoi. Quelles sont les limites que vous rencontrez aujourd'hui pour exercer votre métier? Je pense par exemple à l'autonomie des batteries. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas pour l'agriculture, parce que dans le drone que j'utilise moi, je peux mettre 40 kg de graines. Ça m'arrive très rarement de manquer de batterie. Quand le drone part, il sème rapidement ses 40 kg. Oui, l'autonomie est très courte, mais ça change rien. De toute façon, le drone doit rentrer pour que je puisse remettre du contenu dans le drone. Donc ça, en soi, c'est pas vraiment un souci. Non, je dirais, si je pouvais avoir une baguette magique, ce serait vraiment de rendre la validation de dossier beaucoup plus rapide, en fait. Mais voilà, tout ça est en évolution constante. Les normes, les standards, tout ça évolue assez fort. Donc, j'ai assez bon espoir que dans 5 ou 10 ans, on puisse faire voler un drone beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, dans une beaucoup plus grande légalité. On en sait déjà beaucoup plus sur l'utilisation des drones dans l'agriculture, mais aujourd'hui, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus ou vous suivre sur les réseaux, comment font-ils? Alors, j'ai mon site web que j'essaie de tenir bien à jour, donc agriflight.be. Ensuite, je publie parfois du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, et puis parfois un peu sur Facebook et Instagram, mais ça c'est plus anecdotique. Je travaille seul, donc c'est pas toujours facile de tenir 4 réseaux à jour. Voilà, le plus important entre guillemets, c'est mon site web. Là, voilà, là c'est vraiment, c'est là que je mets mes prix à jour, que je suis en train de développer une plateforme qui facilite les commandes, par exemple. On peut plus facilement maintenant, un agriculteur peut dessiner une parcelle via un plugin sur mon site, dessiner une parcelle et alors
je reçois la requête, je peux facilement remettre un prix. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nos auditeurs devraient savoir sur l'usage des drones dans l'agriculture, ou bien est-ce que si vous aviez une petite baguette magique, est-ce que vous souhaiteriez voir quelque chose en particulier se réaliser dans ce domaine? Oui, la pulvérisation par drone, ça c'est quelque chose aussi, quand vous parlez de baguette magique, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir se réaliser parce que on peut combiner ça avec de la télédétection. Donc ça c'est quelque chose qui me passionnerait de faire, c'est détecter des zones sur un champ et puis pulvériser uniquement certaines petites zones. En faisant ça, en fait, on peut vraiment limiter très fort les produits utilisés. Et donc, c'est à la fois bon pour l'environnement et c'est intéressant pour le portefeuille de l'agriculteur qui doit dépenser moins le produit. Donc, voilà, ça c'était aussi un truc pour la baguette magique. Mais je ne sais pas si c'est un bon mot pour les auditeurs. C'est parfait. Merci Arnaud.